Bonsoir, nous sommes le jeudi 4 mars 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission avec moi, Fabrice Arfi. Salut Fabrice, pour parler des déboires judiciaires de la droite française. Nombreuses cette semaine. Célia Mebroukine, salut Célia. On boucle avec toi notre série 20 ans en 2021 avec ton reportage auprès de jeunes qui, malgré le Covid, continuent de militer et de s'engager pour la justice climatique et sociale. Enfin, direction le Texas aux États-Unis où le Covid impacte l'activité des jeunes ranchers. Reportage de Patricia Neves. Hier soir, c'était une opération de communication en grand. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur Boulot. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au nom de la rédaction de TF1. Voilà, Nicolas Sarkozy, invité du JT de 20h de TF1, 17 minutes pour expliquer sa vérité. Et sa vérité ne coïncide pas toujours parfaitement avec les faits. Fabrice, tu as regardé l'interview, moi aussi. Et il y a, comment dire, quelques imprécisions de l'ancien président qu'il faut corriger. On va donc fact-checker Nicolas Sarkozy, mais d'abord, sa prestation en un mot, Fabrice, est vraiment en un mot. Trumpien. Trumpien. Alors, premier extrait, d'abord, de Nicolas Sarkozy sur les faits qui ont été jugés. Il n'y a pas d'indice au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. Monsieur Hesébert n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Fabrice, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas fait la démarche et qu'il ne reste que des bribes de conversation. Ouais, alors pour qu'on rappelle quand même à tous ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir obtenu illégalement des informations confidentielles de la part d'un magistrat sur une affaire qui le concernait. En contrepartie de quoi, il a promis de l'aider pour obtenir un poste sous le soleil de Monaco, le tout par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être l'avocat et ami Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. L'avocat, le magistrat et Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour corruption et trafic d'influence et ils ont fait appel du jugement. Nicolas Sarkozy est avocat de profession. Est-ce qu'il peut vraiment ignorer que le fait qu'il n'ait pas fait la démarche n'a aucune espèce d'importance vis-à-vis de ce que le tribunal a jugé dans un jugement de 254 pages, que Mediapart a d'ailleurs intégralement rendu public ce matin pour que tout le monde regarde. Le fait est que Nicolas Sarkozy a, d'après le tribunal, obtenu des informations qu'il n'aurait pas dû et il a promis pour ce faire au magistrat de l'aider. Qu'il n'ait pas eu la décision de justice qu'il voulait et que le magistrat n'ait pas eu le poste qu'il obtenait, ça n'est pas ça qui constitue, d'après la justice, le pacte de corruption. C'est pas indispensable pas pour du tout, constituer ce pacte de corruption. Deuxième axe de communication capital chez Nicolas Sarkozy. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts. Où il n'y a pas un centime, pas un. Où il n'y a pas eu un avantage pour personne. Où il n'y a pas de victime, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant. Alors, Nicolas Sarkozy, bis repetita, est avocat de profession. Peut-il ignorer que dans les affaires de corruption, ce ne sont pas des mots, comme il dit, c'est un délit du code pénal, il n'y a pas toujours des questions d'argent. En l'occurrence, là, la rémunération, ou plutôt les rémunérations dans cette affaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'obtenir des informations confidentielles qu'on n'est pas censé avoir, et deux, pour pouvoir mettre en confiance le corrompu, à savoir le magistrat, puisque dans cette histoire, d'après le tribunal, le corrupteur, c'est Nicolas Sarkozy, on lui promet de l'aider avec son réseau d'anciens présidents de la République pour avoir un poste à Monaco. Alors, il se plaint qu'il y ait eu 3 mois d'audience ou 3 semaines d'audience. Bon, tant mieux, ça a permis à la défense de pouvoir s'exprimer et se défendre. Et alors, autre élément de langage très intéressant, je trouve très bavard, en effet, c'est le pas de victime. Ben si, le tribunal dit noir sur blanc qu'il y a une victime et non des moindres, la démocratie, l'état de droit, la sécurité juridique. C'est-à-dire que nous, citoyens, nous sommes tous victimes de cet agissement. Autre extrait, cette enquête qui l'innocenterait. Pendant 5 ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyé devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant.
Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas eu la possibilité de faire tous les recours auxquels il avait droit ? Alors, non seulement Nicolas Sarkozy a fait tous les recours possibles, il a développé et déployé ses arguments devant le tribunal qui a statué, mais dans cet extrait, il dit quelque chose de factuellement inexact. Il dit qu'il y a eu une enquête. L'enquête dont il parle, en fait, c'est parallèlement aux faits de corruption et aux investigations qui étaient menées sur ces faits-là, a été ouverte une enquête pour savoir si une taupe au sein de l'appareil judiciaire avait prévenu la bande de Nicolas Sarkozy qu'ils étaient sur écoute pour la justice. Donc les deux affaires sont liées, mais c'est normal qu'elles soient déconnectées. Et donc il dit, cette enquête m'a innocenté. Mais c'est faux, cette enquête ne le visait pas lui. L'enquête visait à identifier qui, dans l'appareil judiciaire, l'avait informé du fait qu'il était sur écoute. L'enquête n'a pas permis d'identifier la taupe. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait une taupe quand on regarde le dossier. Pour faire un parallèle, si on a un cadavre et qu'on ne trouve pas l'assassin, ça ne va pas redonner vie au cadavre. Voilà, le cadavre est toujours mort. Donc ça ne change absolument rien. Et on ne peut pas dire que cette enquête l'ait innocenté, puisqu'il n'était pas visé, lui, par cette enquête. Autre extrait, le procès en lui-même. Tous les observateurs ont dit l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 3 semaines d'audience et ça a été un coup de tonnerre. Donc Nicolas Sarkozy reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte toute l'audience. Alors là, c'est génial, parce que d'abord, c'est l'inversion merveilleuse du tribunal médiatique. C'est-à-dire que vous savez, quand on révèle des informations, la presse, vérifiée, d'intérêt public, on nous reproche le tribunal médiatique, c'est scandaleux, les journalistes se prennent pour des procureurs. Et là, il ne comprend pas quand la justice, la vraie justice, donne un jugement qui ne correspond pas à ce que lui, il a lu dans la presse. Des observateurs. Alors on ne sait pas qui dit que l'accusation se serait effondrée. Alors il aurait peut-être dû lire, par exemple, Mediapart, qui, je ne crois pas, a affirmé ceci. Donc là, c'est marrant comme à quel point on utilise la communication et une forme de pression sur l'opinion pour pouvoir emporter la conviction des magistrats. Bon, bah oui, l'audience, il croyait que ça s'était bien passé pour lui. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre pour lui parce que la décision lui est défavorable. Il a fait appel. Il est de nouveau présumé innocent, et tant mieux. Mais enfin bon, il a pu se défendre. Il y a 3 magistrats indépendants qui ont statué. Alors justement, il a fait appel. Dernier extrait sur comment va se passer son procès en appel. Au parquet général, la personne qui requérera contre moi est une ancienne membre du cabinet de Madame Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet? Est-ce que c'est une pratique démocratique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose est vrai dans cette déclaration, Fabrice? Voilà, c'est pas mal, parce que c'est comme s'il avait une sorte d'impensé au bord des lèvres, puisqu'il dit qu'il sait déjà qui va requérir contre lui au procès en appel. Alors c'est extraordinaire, parce que, sauf erreur de ma part, les audiences du procès en appel ne sont absolument pas fixées, la composition de la Cour encore moins, donc il fait peut-être référence à une personne qui est l'actuel procureur général de la Cour d'appel de Paris, qui, c'est vrai, il y a 20 ans a travaillé avec Ségolène Royal, mais cette personne est réputée quitter son poste à l'été et ne sera pas celle qui va siéger à la Cour d'appel. Donc là, on voit bien à quel point il veut créer de la confusion dans le débat public pour faire croire qu'il y a une justice politique, tout en disant la bouche en cœur, je ne fais de procès à personne, évidemment. Alors, dernier extrait, cette fois-ci à propos de l'affaire Big Malion, dont le procès commence le 17 mars et pour lequel Nicolas Sarkozy est prévenu. Dans cette affaire Pygmalion, 2 juges étaient désignés. M. Van Ruynbeck et M. Tourner. M. Van Ruynbeck, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Fabrice? Alors, l'affaire Big Malion, c'est quand même le dépassement des frais de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 pour plus de 20 millions d'euros, le double de ce qui était autorisé et normalement contrôlé et légalement contrôlé par les autorités de contrôle. Alors, il dit quelque chose de vrai. Il y a 2 magistrats instructeurs qui avaient en charge du dossier. Il y en a un, Serge Tourner, qui était pour renvoyer Nicolas Sarkozy, estimant qu'il y avait des éléments qui permettaient de le renvoyer devant le tribunal, et Renaud Van Ruynbeck, qui a décidé de ne pas signer l'ordonnance. Ce sont des choses qui arrivent dans la justice. C'est pas non plus un fait complètement exceptionnel. Mais ce qu'il oublie de dire, parce qu'il essaye de dire, il y avait un contre un 50-50. Mais
ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a d'autres magistrats qui demandaient son renvoi, et notamment des magistrats du parquet. Et là, pas de chance, c'est pas le parquet national financier. Le fameux PNF dont tout le monde, et que tout le monde voue hégémonie dans le clan Sarkozy, là, c'est le parquet de Paris. Le parquet de Paris, à l'époque où le procureur était François Molins, lequel François Molins a été en cabinet d'un ministre de droite sous Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien que là, ça ne lui pose pas tellement de problèmes, les magistrats qui venaient de cabinets de droite. Donc ton analyse est celle de Michel Deléan qui a suivi le procès Bismuth, est à lire sur Mediapart, ainsi que les 254 pages du jugement que nous publions donc pour que chacun se fasse son propre avis. Avant de se quitter à propos de délinquance financière, une autre décision de justice aujourd'hui, celle de la Cour de justice de la République à propos de l'affaire Karachi. Édouard Balladur, ancien Premier ministre, a été relaxé, tandis que son ministre de la Défense, à l'époque, François Léotard, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. Comment comprendre cette décision qui, d'un côté, relaxe et de l'autre, condamne ? Et elle est d'autant plus intéressante à regarder que le directeur de cabinet d'Édouard Balladur, Nicolas Bazir, a été condamné, lui, en juin dernier, pour exactement les mêmes faits par un tribunal correctionnel. Ce qu'on peut en dire, c'est regarder une fois de plus quelle est la cour qui a jugé ce procès. C'est la Cour de justice de la République. Et là, on est vraiment dans la justice politique au sens chimiquement pur du terme. Jamais dénoncé celle-ci. Alors, beaucoup de candidats à la présidentielle veulent sa suppression, elle n'est jamais supprimée. Mais pourquoi c'est une justice politique ? Parce que les juges sont majoritairement des politiques. La majorité, l'immense majorité des personnes qui jugent dans la Cour de justice de la République, ce sont des députés. Donc il y a 6 députés, 3 juges professionnels. Donc les politiques se jugent entre eux. Donc on comprend pourquoi certaines personnes qui sont prévenues dans les affaires politico-financières préfèrent aller devant la CJR que devant un tribunal correctionnel. Et on ne connaît pas leurs décisions. C'est un vote à bulletin secret, ce qui ne manque pas d'interroger quand on est un député qui représente la nation. On ne sait pas quel député a décidé quoi dans ce procès. Et sur ce procès Karachi et cette Cour de justice de la République, lire l'analyse de Karl Lasque qui, lui, a donc suivi ce procès Karachi pour Mediapart. Merci Fabrice d'être passé à nouveau sur le plateau d'Alerte Libre. À très bientôt, du coup. Suite et fin de notre série 20 ans en 2021, tout de suite. C'est le dernier reportage de notre semaine jeune. Célia, tu as rencontré des militants pour le climat pour qui la crise sanitaire complique la mobilisation. Oui, Valentine, et contre toute attente, les jeunes militants qu'on a rencontrés ne sont pas du tout abattus. Depuis le début de la pandémie, ils cherchent plutôt de nouvelles façons de s'engager. Avec Yumni Kezouf, on s'est rendu à la base, un lieu de rencontre pour les militants climat à Paris. On a rencontré Victor, qui y milite depuis sa création en mars 2019. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la base. Avant le Covid, cette grande pièce était un bar, mais la base a été contrainte de le fermer. Et là, on se trouve du coup au rez-de-chaussée dans le bar, qui est un bar associatif. Donc normalement, c'est un vrai bar qui vit, qui est ouvert chaque jour jusqu'à potentiellement tard le soir, avec une scène, toute une programmation. Évidemment, en ce moment, le bar est fermé au public. Conférences, concerts et soirées ont été remplacés par des réunions et des débats virtuels, et l'audience n'est pas la même. Ce qui fait le charme de tout ce qu'on propose, c'est quand même effectivement une expérience en présentiel. Donc oui, il y a moins d'audience, mais on continue à traiter des sujets pertinents avec des intervenants de qualité. Ça parle à des personnes. Est-ce que ça manque au fonctionnement de la mobilisation, à l'ampleur de la mobilisation ? Oui, d'une certaine manière, notamment sur les questions de cohésion. Où, avant, c'était un bar et un espace de travail. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'un espace de travail, quoi. La fermeture du bar a aussi fait mal financièrement. Le bar, c'est 35 à 40% de nos revenus. On est fermé depuis octobre. Mais après, chaque mois qui passe sans ouverture du bar, on doit sortir beaucoup d'argent en rentrant très peu, quoi. Vous êtes inquiet pour l'avenir de la base ? Oui, forcément. Et puis même en termes de l'ambition qu'on pouvait avoir de ce qu'on allait pouvoir proposer, qui allait forcément devoir nécessiter des fonds, on doit revoir à la baisse certaines ambitions, quoi. Pour se mobiliser, la crise sanitaire change pas mal de choses. Victor participe par exemple à l'organisation d'une action de désobéissance civile et c'est plus fastidieux qu'avant. On rappelle le cadre de l'action, la non-violence, les risques juridiques, les spécificités de l'action. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on fait ici, tu vois. Et donc là, on doit s'organiser à distance, faire plein de petits briefs séparés, c'est un peu plus de logistique, ouais. Sur les grosses actions, en général, on a plusieurs temps présentiels pour en parler, pour recruter du monde. Là, tous ces moments-là, ils existent beaucoup moins, quoi.
l'étage de la base, il y a un espace de coworking qui est loué à des associations. Il y en a beaucoup par solidarité qui ont continué à payer un loyer. Donc que ce soit les vrais bureaux ou simplement les espaces de coworking. Et après, oui, il y a d'autres assos qui sont venus ces derniers temps. Il y en a pas mal qui sont installés depuis très peu de temps. Donc cet espace vit encore? Bien sûr, oui, au contraire. Non, la base n'a jamais cessé de vivre. Parmi les associations qui investissent la base, il y a Alternatiba, un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. C'est eux qui organisaient notamment les marches pour le climat avant la pandémie. On a rencontré Sandy qui milite au sein de cette association. Pour elle, le contexte de crise sanitaire est pesant, surtout en ce moment. C'est frustrant, oui, de ne pas aller dans la rue, en fait, de manière générale, et de ne pas revendiquer des choses, alors que le gouvernement est en train de prendre une dérive autoritaire, qu'en parallèle, les objectifs que sont censés atteindre la loi climat ne seront pas du tout atteints, et qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de se mobiliser sur le sujet. Évidemment que se pose la question de revenir à des mobilisations de masse. Après, on réfléchit à d'autres modes d'action, et ça ne nous a pas empêché de nous mobiliser depuis le début du Covid. On a fait quand même pas mal d'actions. On s'est mobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en octobre dernier. On s'est également mobilisé avec les raffineurs de Grand Puy dans le cadre du plan social de Total. Donc on ne s'est pas arrêté. C'est juste que c'est différent et que c'est peut-être moins visible lors des cercles militants, mais on est toujours là. Mais l'absence de réunions physiques se ressent. D'habitude, on se réunit ici à la base en étant une trentaine d'activistes, parfois moins, parfois plus, mais en tout cas, on se réunit en physique. Et il y a quelque chose de très fort, le fait de tous être ensemble, de prendre des décisions collectives et d'organiser concrètement les actions en termes de com, en termes de matériel. Évidemment que c'est dur de se retrouver tout le temps en ligne, d'être tout le temps derrière son ordinateur, de moins rencontrer les gens. C'est quand même un monde qui est différent. Et c'est difficile aussi de se dire qu'on grandit dans un monde où il y a la pandémie, il y a la crise climatique, il y a la crise sociale, il y a la précarité des jeunes. Donc évidemment que c'est pas du tout facile tous les jours. Le passage au virtuel n'empêche pas Alternatiba de recruter de nouveaux militants. On arrive quand même à avoir des nouvelles personnes qui viennent, qui se posent des questions, qui continuent d'avoir envie de s'engager. C'est juste que c'est beaucoup moins massif que quand il y a des grandes marches qui sont des temps d'expression, qui permettent de fédérer et de mobiliser un maximum de personnes. Au vu, encore une fois, des échéances de la loi climat ou des échéances politiques qui arrivent, Covid ou non, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir passer le pas de l'engagement et de la mobilisation citoyenne pour justement porter la parole citoyenne et faire pression sur les décideurs. Pour Sandy, s'engager et militer, c'est d'autant plus important face au gouvernement actuel. Je suis très en colère vis-à-vis de ce gouvernement. Donc évidemment que j'ai envie de me mobiliser et que je ressens une certaine frustration de me dire qu'en fait on est hyper nombreux et nombreuses à ressentir cette colère et qu'on ne peut pas s'exprimer. Mais je garde espoir et je garde détermination pour me dire qu'en fait, justement, on est nombreux à avoir envie de faire bouger les lignes et que dès qu'on pourra le refaire, on sera la société civile et la mobilisation citoyenne, elle sera là pour le faire. Pour pallier cette frustration, les membres de la base s'investissent dans de nouvelles activités de solidarité et c'est Victor qui a coordonné leur mise en place. On organise plusieurs fois par semaine, que ce soit des vestiaires, des accueils de jour, des maraudes, et qui partent en fait d'ici. En fait, tout le vestiaire, donc, qui est alimenté par la communauté de la base et par les différentes récup qu'on peut faire, et qui est à destination en fait, des publics précaires qu'on est amené à rencontrer dans toutes nos initiatives de solidarité. Ces activités permettent à la base de continuer à rassembler des militants. Avant, on avait vraiment, plus d'ateliers, plus d'activités. Là, c'est vrai que le gros de ce qu'on peut proposer à un nouveau bénévole du côté de la base, ça va être surtout de la solidarité. On doit avoir 60-70 bénévoles qui passent par semaine ici, quoi. Et pour Victor, s'investir dans des actions de solidarité, ça semblait évident. Là, par exemple, j'organise l'action des obéissances de vendredi, mais pour autant, j'organise une maraude ce soir. C'est juste quelque chose que j'ajoute à ce que je fais, parce le climat et la justice sociale, pour nous, c'est vraiment indissociable. Ce soir-là, une équipe de 10 personnes se rassemble dans l'ancien bar de la base pour préparer la maraude. J'ai 2 sacs partagés. Un avec tout ce qui va être consommable, donc café, thé, et l'autre, ce sera hygiène et textile. Moi, bien. Okay. Alix. Oui. Ok. Kevin, Constance, tout le monde est là. Donc on peut y aller. À 18h30, départ pour la maraude en petits groupes. Sur leur trajet, les bénévoles s'arrêtent pour distribuer des boissons chaudes et discuter avec des personnes qui dorment dehors. Et pour Alix, c'est une première. Le déclic est vraiment arrivé lors de la deuxième vague de Covid, un deuxième confinement en novembre.
je me suis dit que coûte, il fallait que je trouve un moyen de m'engager. En temps de Covid, je pense qu'il y a besoin de solidarité entre les gens encore plus forte qu'avant parce que, y compris les personnes dans la rue et les personnes dans le besoin sont en situation de précarité encore plus poussée que dans les périodes normales, hors Covid. Donc en gros, les jeunes qui militent restent plutôt motivés et optimistes. La prochaine échéance, c'est une grève générale des jeunes pour le climat initiée par Youth for Climate le 19 mars et ce sera donc en présentiel. Merci Célia. Et lundi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sera sur ce plateau, le plateau d'Alerte Libre, pour répondre à tous ces jeunes que nous avons rencontrés partout en France. Dernière étape de notre série Jeunes, le Texas. On retrouve aux États-Unis notre journaliste Patricia Neves. Salut Patricia, je crois que tu as quitté le Texas, tu es désormais en Arizona, à Phoenix. Ton reportage au Texas nous montre que la pandémie est devenue un sujet très clivant, un sujet à dispute. Depuis des mois, le virus divise le pays, tout comme la jeunesse. Encore plus donc au Texas, fief de la droite conservatrice, où le moindre empiètement sur les libertés individuelles soulève une levée de boucliers, notamment parmi les ranchers, ces grands ou petits propriétaires terriens du sud des États-Unis que tu as rencontrés. Oui, alors les fermes et notamment les fermes d'élevage de bovins représentent un gros marché au Texas. En 2017, elles ont généré 25 milliards de dollars de ventes. Elles ont été très impactées par la pandémie, comme nous raconte Logan. Logan, c'est un jeune rancher texan. Il a 31 ans. Il avait tout juste 20 ans quand il a repris les terres de sa famille au Texas pour y élever des bovins. Il a aujourd'hui une centaine de têtes. Et il nous disait être plutôt chanceux parce qu'il n'avait pas eu de gros soucis avec la chaîne de distribution et notamment avec les abattoirs qui sont devenus des gros clusters aux États-Unis. I guess my biggest problem was like the slaughterhouses had to close down a lot, so that slowed down like the grocery stores and everything. The small processors that I used, they were able to keep butchering and everything, and I already had my dates set for the year, so I was good. But a lot of the other people, they didn't have their dates set, so they couldn't get their animals processed, they couldn't bring the products to the markets, and that really hurt them. And when that happened, all the stock shows couldn't send their animals, it was stock show season, couldn't send their animals to the big processors, so they got kicked back to the little processors, and the little processors just got overwhelmed. Donc Logan, c'est un rancher conservateur, c'est un soutien de Donald Trump. À Austin, au marché, il n'était pas tout à fait à l'aise pour nous parler. Il faut savoir que Austin, la capitale du Texas, est gouvernée depuis 20 ans par la gauche. Il nous a quand même dit que selon lui, la gauche avait instrumentalisé la pandémie pour remporter l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Honestly, I don't even want to talk about it. Oh, you can. It's really, it's for me. Kind of in the minority around here. It became Yes, I think it was very political to make former president look bad. Yeah. And they played it as he was doing a terrible job, and I haven't seen anything that this president's done that was different than what Trump was doing. Yeah. But yet now you don't hear anything negative. I just honestly think that it was a ploy to kind of steal the election in the first place. Do you think the election was unfair? The results? So. Yeah, I'm not one of the people that's just crying about it and saying it was stolen, but I really don't feel good about it. Donc Logan s'arrête là, mais on le sent, il en a gros sur le cœur. Hors caméra, il nous dira qu'il a l'impression que le politiquement correct aux États-Unis entrave la liberté d'expression sacralisée par le premier amendement de la Constitution. Alors évidemment, à gauche, on n'est pas du tout d'accord. Et on déplore au contraire que les restrictions sanitaires n'aient pas été davantage, ou en tout cas appliquées de manière plus sérieuse. On a rencontré Perrine, par exemple. Perrine, c'est une jeune Française qui s'est lancée dans un projet de ferme avec son mari américain au Texas. Elle vend pas très loin d'Austin ses canards. Elle nous racontait avoir perdu récemment un ami décédé du Covid en 4 jours à peine. Et elle nous a aussi fait part des tensions sur le marché, y compris à Austin. Les situations parfois étaient très tendues au point que les autorités du marché, les responsables du marché ont dû sévir. Le marché lui-même a dû engager un policier pour être sur le présent, sur place, à cause du masque. Parce que c'était une guerre constante et que les gens qui font le marché, qui sont les organisateurs du marché, ils n'en pouvaient plus en fait. Ils n'arrivaient plus à tenir.
Et donc ils ont dû engager un policier pendant 4 heures pour arriver à renforcer le port du masque. Les États-Unis, c'est vraiment chacun pour soi. C'est ma liberté et ma priorité. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on en est arrivé là, en fait. Donc le manque de mesures de sécurité a donc été un problème, comme nous le dit également Marcella, qui est une jeune étudiante de 21 ans employée sur le marché à Austin. A lot of the staff would wear their masks below their nose, and just they weren't strict about mask wearing and stuff. I got my hours reduced. I worked at Home Resources, so then I had to find a new job, and so yeah, I started working. I've worked 3 different jobs. Et la situation ne risque pas de s'arranger puisqu'il y a quelques jours, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, annonçait suspendre l'obligation du port du masque, ce qui rendra probablement Logan très heureux. Merci Patricia, tu es à Phoenix, on te lit sur Mediapart. À bientôt, bonne journée là-bas, tout de suite le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petit récap. On commence par cette enquête de Lénaïque Bredeau et David Perrotin sur Jean-Michel Baillet, figure des radicaux de gauche et puissant patron de presse. Une plainte pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans a été déposée. Il a été auditionné fin février. Il conteste ces accusations. La plaignante témoigne pour la première fois auprès de Mediapart. On en parlait tout à l'heure avec Fabrice à l'occasion du jugement Karachi. À lire cette analyse de Karl Lasque sur la Cour de justice de la République, une cour majoritairement composée de politiques et formatée selon Karl Lasque pour offrir l'indulgence aux responsables plus que pour juger. À lire enfin cette enquête de Céline Bory, notre partenaire du Bondi Blog. Dans les quartiers populaires, les élèves paient au prix fort les absences de profs non remplacés, un problème amplifié par le Covid. Des parents se mobilisent. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi. Ce sera Mathieu Magnodex aux commandes. Samedi, ne manquez pas ce moyen métrage allemand sur les traces d'Adaï d'Esther Niemeyer, l'histoire d'un jeune Allemand qui est parti un jour en Syrie rejoindre des salafistes. Un documentaire de 30 minutes, aussi intéressant sur le fond que sur sa forme, une forme animée. Voilà, merci de nous suivre chaque jour. Bon week-end à tous et à toutes. Salut!